Bonjour à tous les TVS4. Bon, si j'apparais personnellement dans cette vidéo, c'est parce que le début de ce chapitre est vraiment un petit peu particulier. Bon, sur la fin, on fera des exercices comme d'habitude et ce sera pas plus compliqué. Il y aura beaucoup de calculatrices. Mais le début, voilà, il faut vraiment que vous vous accrochiez, que vous essayiez de comprendre un petit peu. On va faire des probas, mais des probas qui seront continues, qui seront plus des probas discrètes comme on a fait jusqu'à présent. Alors, les probas discrètes jusqu'à présent, c'est quoi? On avait par exemple un lancer de dés où les valeurs qu'on pouvait avoir, c'était 1, 2, etc. jusqu'à 6. Ok. Ça, on dit que c'est discret parce que les valeurs sont ponctuelles, isolées. Et si on parle de la variable aléatoire x, c'est ce qu'on va faire ici dans le cours, cette variable aléatoire x, elle peut prendre la valeur 1, ou bien elle peut prendre la valeur 2, etc., jusqu'à prendre la valeur 6. Bon, ça c'est ce qu'on appelle les variables aléatoires discrètes. Ici, on va parler des variables aléatoires continues. Alors, la différence entre le discret et le continu, on en a déjà parlé. Je vous donne souvent l'exemple du... Quand vous mangez des M&M's, par exemple, vous en mangez un, 2, 3, ils sont isolés, vous pouvez les compter. Quand vous buvez du jus d'orange, bien sûr, vous pouvez peser, mais vous ne pouvez pas dénombrer comme ça la quantité de jus d'orange que vous avez pris. Je vous fais un autre exemple, souvent je crois que c'est sur les ponts, si on se met sur le pont de pierre, on va voir passer la Garonne, c'est un phénomène qui est continu, mais si on se met sur un pont qui enjambe la rocade, on voit passer les voitures, on peut les compter, ça c'est un phénomène discret. D'accord? Donc d'un côté le discret, de l'autre côté le continu. Et pour l'instant, nous, les probabilités, on les a fait de manière discrète. Il se trouve qu'on peut en faire aussi de manière continue, sur des phénomènes un peu plus complexes, et ça, c'est les intégrales qui vont nous aider. Donc voilà pourquoi il y a un chapitre de calcul intégral qui est important. Alors, qu'est-ce que c'est les exemples de variables aléatoires continues? Alors, je vous ai mis par exemple la durée de vie d'une batterie, le temps d'attente à un guichet sont des variables qui sont continues. Pourquoi? Parce que la proba qu'un composant électronique donc, fonctionne sans panne pendant 1000 heures, on écrit que c'est, on va l'écrire comme ça, nous, hein, que P de x soit supérieur à 1000, supérieur ou égal à 1000. C'est-à-dire que c'est 1000 heures, mais c'est aussi 1003 heures, c'est aussi 2000 heures. Il y a tout un ensemble de valeurs qui peuvent nous satisfaire. Il n'y a pas une valeur précise. Voilà pourquoi on dit que c'est des valeurs continues. Le temps d'attente, alors souvent ce sera des problèmes de temps, hein. Le temps d'attente d'un guichet compris entre 5 et 10 minutes. Donc ça s'écrira comme ça. Donc il faut bien comprendre au départ la différence donc entre le discret et le continu et les différentes probas qu'on va pouvoir calculer dans les deux cas. Les probas discrètes, on sait le faire, il suffit de dénombrer. Les probas continues, là on va faire appel à du calcul intégral, on va le voir tout de suite. Alors, rentrons dans le détail. Ici, vous avez à gauche les variables aléatoires discrètes et à droite les variables aléatoires continues. Et ça, au milieu, c'est vous. Alors, vous allez faire des probas sur les variables aléatoires discrètes. Le principe des variables aléatoires discrètes, là on a pris un lancer 2D, la valeur x, la variable x peut prendre les valeurs, on l'a dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de manière donc ponctuelle. On ne peut pas être à la fois à 5 et à 4, on ne peut pas être entre 5 et 6, c'est soit 5, soit 6. Bon. Quand vous faites une expérience aléatoire et quand vous essayez de calculer les probabilités, on part du principe que vous avez la proba 1 qui est à distribuer à tout l'univers, on va dire, de la variable aléatoire, c'est-à-dire toutes les valeurs qui sont susceptibles d'arriver. Et donc, si par exemple notre dé est correctement équilibré, on va dire que le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6 vont recevoir exactement la même matière, la même quantité de probabilité, qui va être donc du coup 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6 et encore 1 sur 6. L'idée donc qui est vraiment forte, c'est que vous avez réparti cette quantité de 1, vous l'avez répartie de manière équitable sur toutes vos parties de votre univers, donc les événements élémentaires, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est ce qui se passe dans le cas discret, on le connaît bien, il n'y a pas de problème. Regardons maintenant ce qui se passe dans le cas continu. Donc hop, là on est parti, et on change de problème. Maintenant, c'est plus un dé qu'on a lancé, c'est un temps d'attente à un guichet, on a dit, par exemple. Donc vous pouvez attendre 0 minutes, et vous pouvez attendre jusqu'à 10 minutes, et vous pouvez prendre toutes les valeurs, absolument toutes, qui sont entre 0 et 10 minutes. Absolument toutes. Et donc le problème, c'est que comment est-ce que vous allez distribuer votre quantité de matière de 1 qui est toujours ici, qui est votre probabilité.
Vous ne pouvez pas dire que vous allez donner, par exemple, la proba, je ne sais pas moi, 1 sur 10, ici par exemple pour 0, et puis aussi 1 sur 10 pour 1, et puis etc. Parce qu'en fait, là ce serait pour 1 minute, mais qu'est-ce qui se passe si on est, au lieu d'être à 1 minute, on est exactement, je ne sais pas, à 36 secondes, virgule 2. Enfin, on va voir qu'être exactement à un temps, ben, c'est pas vraiment possible. Ben, on se rend compte que le temps ne pouvant pas être découpé de manière infinie, on est obligé de raisonner différemment. Alors raisonner différemment, c'est là où les fonctions vont venir nous aider. C'est-à-dire, regardez bien, que cette quantité de matière, on peut dire que c'est du liquide hein, ou du sable comme vous voulez, eh ben, on va la saupoudrer de manière équitable ou pas dans tout l'intervalle 0,10. Alors concrètement, si je trace ici des espèces de barrières, hein, comme ça, eh ben, en fait, je vais venir distribuer ma quantité de matière de 1. Et alors, par exemple, je pourrais la distribuer comme ça. Imaginez que je la distribue comme ça. Voilà. J'insiste bien, hein, il y a 1 comme quantité de matière ici répartie partout. Bah, si je la distribue comme ça voudra dire que ma probabilité que le temps d'attente soit proche de 0, eh ben, elle est plus forte que si elle était ici. D'accord? Là, j'ai privilégié le début parce que j'ai fait une espèce de bosse ici. Alors, à contrario, on peut dire, que si on répartit la quantité de matière de 1, si on la répartit comme ça, un peu partout ici, ben, le temps d'attente, il risque plutôt d'être faible, d'être grand, c'est-à-dire de s'approcher de 10. Alors, ça, c'est des cas compliqués, mais on les verra. On va plutôt pardon, je sais pas où je reviens là. Voilà, nous, ce qu'on va plutôt voir au début, c'est ce qu'on appelle la loi uniforme. C'est-à-dire qu'on va répartir équitablement, absolument équitablement. Bon, là, je suis un peu monté, mais c'est pas bien. On va répartir équitablement toute la quantité de matière. C'est-à-dire que rien, absolument rien, n'est privilégié. Ça, c'est ce qu'on appellera la loi uniforme, et il y aura une autre vidéo là-dessus, on fera des exercices là-dessus. On va prendre cet exemple-là. Imaginons qu'on soit ici, donc là on est à 3 minutes par exemple, et là on est à 5 minutes. Allez, voilà. Donc si je veux calculer la probabilité que ma variable aléatoire x, qui est mon temps d'attente, soit entre 3 et 5, ce que je vais dire, c'est que je veux mesurer la quantité de matière qui est ici entre 3 et 5. Voilà. La question est comment est-ce qu'on fait pour mesurer cette quantité de matière-là? Alors là, les plus malins d'entre vous, ils auront déjà fait le lien avec quelque chose qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, et qui est ceci. Alors si je vais faire le dessin sans parole, hein. Si vous avez quelque chose comme ça, ça devrait vous interloquer. Si on a quelque chose comme ça, entre 0 et, bon, on va dire plutôt directement aller entre 3 et 5, qu'est-ce que c'est la quantité de matière qui est sous une courbe? La quantité de matière qui est sous une courbe, c'est l'intégrale de la fonction de la courbe, donc entre ici 3 et 5. Ok? Donc, avant de revenir au cours, il faut comprendre que pour mesurer des probabilités continues, on va devoir faire du calcul intégral entre les bornes qui nous intéressent. Alors, on revient au cours. Loi de probabilité densité. On appelle une fonction de densité de probabilité sur un intervalle AB toute fonction f, définie continue positive, telle que l'intégrale de a à b de f de t dt vaut 1. Typiquement, on a ça. Donc là, regardez, c'est une fonction, on est entre a et b. La quantité de matière, donc ça correspond à ce que j'avais dans ma petite poche, là, c'est la proba de 1. On voit ici que la proba est égale à 1, et la quantité de matière c'est 1. Là, vous voyez, elle est répartie plutôt au début de l'intervalle, ça veut dire qu'on va plutôt favoriser les valeurs qu'ici par rapport aux valeurs qui sont là. Et quand on veut calculer une proba, donc la proba d'être entre C et D, donc la proba que x appartienne à l'intervalle CD, ça va être simplement l'intégrale entre C et D de cette fonction-là. Donc on va calculer, pour être entre C et D, cette quantité de matière-là, et cette quantité de matière-là, vous pouvez l'écrire dans le cours, donc c'est l'intégrale de C à D de f de t dt. Voilà, le problème va être comment est-ce qu'on fait ces calculs intégrales. Alors, ça va bien se passer, puisque en fait, soit on sera dans un cas de loi uniforme dont on a déjà parlé, et dans ce cas-là, il y aura juste à mesurer des intervalles, soit on sera dans le cas d'une loi normale, là c'est plus compliqué, mais c'est la calculatrice qui le fera à notre place.